professeur comme professeur Maï Pirard. Merci. Grégory, ça ira très bien. Hein. Oui, c'est un copier-coller. Merci de votre présence et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est normal. Voilà, c'est parfait. Merci pour l'invitation. Alors, je trouve qu'on est ici dans une initiative particulièrement intéressante. Former les formateurs aux enjeux sociétaux, environnementaux. Avec mon collègue de l'ULiège, on se disait que c'était plutôt inspirant comme initiative. On va aussi en parler chez nous. Je suis content de revenir donc, à Louvain-la-Neuve, donner cours. J'ai été assistant ici pendant 6 ans. J'ai passé ma thèse dans cet auditoire. Et puis malheureusement pour l'Université de Louvain, on n'a pas voulu de moi, donc j'ai migré, voilà, autre part. Mais la preuve que c'était une erreur, je reviens. Voilà, donc c'est très bien. Je reviens donc pour parler de Biodiversity and Land Use. L'exposé sera en français. J'ai gardé le titre en anglais parce que s'il y a bien un terme difficile à traduire en écologie, c'est land use. On ne parle pas vraiment d'utilisation du territoire, usage du territoire. On reviendra dessus. Et un bit more, on va un peu sortir aussi de ce cadre sur différents éléments. Voilà, donc de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de biodiversité. On va commencer par essayer de fixer le cadre, se demander ce qu'est la biodiversité. La biodiversité, c'est ceci. C'est l'extraordinaire, la fantastique, l'incroyable diversité des formes du vivant. C'est toute cette organisation, cette diversité d'organisation qui se traduit en diversité d'espèces, de taxons, ou qui se traduit en diversité de systèmes, d'écosystèmes, comme nous les appelons dans le jargon écologique, qui vont des forêts équatoriales aux tourbières, aux landes tourbeuses, aux tourbières scandinaves, en passant par les grandes prairies nord-américaines et mes écosystèmes préférés, les déserts en fleurs. Alors moi, ça, c'est toute ma motivation de toute ma vie professionnelle. Le jour où j'ai fait mon herbier, dans mon cours de deuxième Candy, on appelait ça Candy à l'époque ici, avec mon promoteur Jacques de Slover, je suis tombé amoureux de la diversité des fleurs et de la vie sexuelle des plantes. Et ça m'a suivi toute ma carrière et toute ma vie. Caractériser, comprendre cette biodiversité, d'où elle vient, cette variabilité, et puis on va le voir, répondre à un enjeu qui est l'enjeu de l'effondrement de la biodiversité. Alors bien recalé à un point du point de vue sociétal et scientifique, le terme biodiversité, c'est un néologisme. Donc si vous reprenez un peu la pensée sociétale ou la façon dont les enjeux du monde vivant se sont transcrits dans nos sociétés occidentales, je tiens bien à préciser cet élément-là, on vient de la création des parcs nationaux au XIXe siècle et la création du premier parc national nord-américain, le Yellowstone, à des fins de conservation, de protection de la nature. On passe par une logique qui est une logique de sensibilité environnementale liée essentiellement à l'émergence de la prise de conscience des pollutions, des effets sur les sociétés humaines et sur le monde vivant. Tout ça s'intègre dans une logique qui n'est pas exclusivement nature, environnement, mais développement durable, donc intégré dans les enjeux des objectifs des sociétés humaines. Et puis, soudain, en 1986 précisément, apparaît le terme biodiversité. Alors, il apparaît de façon un peu particulière. Donc, j'ai fait une licence en écologie végétale et en conservation de la nature. Dans ces zones-là, vers 1986, je n'ai jamais entendu le mot biodiversité. On ne parlait pas non plus de diversité biologique, on parlait de nature, de monde vivant. Et donc le terme diversité biologique apparaît dans les années 80 dans des petites revues scientifiques cryptiques qui désignent des nombres d'espèces. Et en 1986 est organisé en Amérique du Nord le premier forum nord-américain sur la diversité biologique. Sauf que forum nord-américain sur la diversité biologique, ce n'est pas très porteur en communication. Et donc les journalistes demandent aux organisateurs s'ils n'ont pas un truc un peu plus punchy en communication. Et c'est là que Edgar O. Wilson, grand entomologiste nord-américain, propose le terme biodiversity comme synthèse de biological diversity.
Donc c'est un terme qui émerge, on va dire pour communiquer, hein, et puis qui, très vite, diversité biologique, a fait l'objet, en 1992, au sommet de la Terre, à Rio, d'une convention internationale, qui est la Convention internationale sur la diversité biologique, qui est la sœur jumelle de la Convention sur le climat, qui a amené au GIEC, au COP. On a les COP, biodiversité, on a l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, qui sont beaucoup moins connus et qui sont beaucoup moins médiatisés, mais qui ont ces enjeux, on va le voir, de conservation, de gestion de la biodiversité. Puis vous voyez que s'enchaîne toute une logique qui est une logique plutôt politique et d'enjeux politiques. Donc c'est quand même assez rare dans l'histoire des sciences qu'un terme qui émerge soudain, en moins de 10 ans, fasse l'objet d'une convention internationale qui engage aujourd'hui plus de 157 parties à conserver, restaurer, gérer, valoriser la biodiversité. Donc il se passe quelque chose derrière ce terme biodiversité. Alors comment définit-on la biodiversité ? Voici la définition officielle de la biodiversité. Je dis officielle parce que, comme beaucoup de concepts environnementaux actuellement, la biodiversité est récupérée dans toute une série d'approches, de concepts, donc ça part un peu dans tous les sens. Du point de vue de nos disciplines scientifiques, la biodiversité se définit comme la variabilité entre les êtres vivants de toutes sources. Alors ça, c'est intéressant. Je vous rappelle, moi j'ai fait une licence en écologie végétale. On ne fait plus aujourd'hui de licence en écologie végétale, on fait des licences en écologie animale, végétale, microbienne, toutes sources intégrées, hein, on ne sépare plus les éléments, incluant les écosystèmes terrestres, marins, aquatiques, les complexes écologiques dont il faut partie, qui s'organisent à 3 niveaux, au sein des espèces, entre écosystèmes. Vous noterez que ma définition est la définition du sommet de Rio, de la Convention sur la diversité biologique. C'est donc une définition consensuelle entre le monde scientifique, le monde politique et la société civile. Hein, c'est vraiment un enjeu. Ça identifie non seulement un fait, quelque chose de physique, ça identifie également des enjeux. Donc la biodiversité, c'est ceci. Nous allons être dans la période de Noël. Je ne doute pas qu'un certain nombre d'entre vous vont aller passer Noël dans la grande nature belge, qui entre nous n'est pas du tout de la nature, mais on va revenir, qui est l'Ardenne, et ses grandes forêts. Donc si vous allez vous promener en Ardennes, peut-être pas tout de suite maintenant si vous alliez au printemps, dans une forêt ardennaise, voici un certain nombre d'espèces que vous pourriez trouver dans une hêtraie ardennaise. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Je parle d'hêtraie ardennaise ici pour les Bruxellois, parce que pour les Bruxellois, l'Ardenne, c'est au sud de Namur. On est sur une hêtraie calcaire, qui est la bande géologique un peu au nord de l'Ardenne, mais simplifions, d'accord ? Voilà, un coléoptère, le hêtre, le pic noir, une orchidée, le cerf, et puis toute une série d'autres espèces. C'est la diversité en espèces. C'est la plus intuitive, ou c'est le niveau de diversité le plus intuitif quand on parle de biodiversité. Chaque fois que nous avons des projets de gestion de biodiversité, nous essayons de comprendre la perception, la définition de la biodiversité par les acteurs. Et la première définition que nous avons toujours, c'est biodiversité égale beaucoup d'espèces. Donc c'est un niveau assez, je dirais, intuitif. Mais la biodiversité, c'est aussi, au sein de chacune de ces espèces, de la diversité génétique. Nous sommes une espèce humaine. On peut voir les marqueurs phénotypiques de notre diversité génétique, simplement voilà, par notre phénotype, par nos différences physiques, où on peut l'évaluer à travers des approches moléculaires, les diversités sur voilà, une série de gènes neutres, de populations de cervidés. Ces 2 niveaux, des nombres d'espèces, des diversités d'espèces, des nombres de gènes, des diversités de gènes, sont reliés par ce qu'on appelle une diversité phylogénétique. Alors c'est important parce que, vous allez le voir après, on va beaucoup parler d'espèces, de richesse, de diversité en espèces, d'extinction d'espèces. On travaille à l'échelle macro avec des indicateurs proxy très simples, mais derrière des diversités en espèces, il y a plus qu'un nombre d'espèces, il y a aussi le fait que ces espèces se ressemblent plus ou moins. Et il n'y a pas que les espèces, il y a tous les autres niveaux d'organisation. Les espèces se regroupent en genre, en famille, on a une taxonomie. Et donc, ce n'est pas la même chose d'avoir 10 espèces de canidés qui
qui auraient toutes les mêmes différences génétiques que d'avoir 10 espèces de canidés, comme vous le voyez ici, où certaines sont plus éloignées génétiquement que d'autres. Et donc, derrière des espèces différentes, il y a des niveaux de différences génétiques et d'histoires évolutives, de liens évolutifs différents. On peut le mettre au niveau des espèces, ça concerne aussi le vivant en général, puisque si on regarde les grands embranchements, on retrouve ces mêmes logiques. Donc, je vous mets ça pour que vous ayez bien en tête, ou que dans les nuances, vous entendrez dans tous les débats sur la biodiversité, les diversités en espèces, les nombres d'espèces, c'est important. Il y a plus derrière, il y a des aspects de relations évolutives et de diversité génétique. Alors ces espèces, je vous l'ai dit, si vous allez vous promener en Ardennes pendant les vacances de Noël, vous allez probablement aller faire des balades en forêt. Mais pour arriver dans la forêt, vous serez passé par toute une série d'autres écosystèmes, des pelouses, des prairies, des forêts feuillues, des forêts de conifères. Ça, c'est le niveau écosystème dans lequel s'organise la diversité en espèces. La variabilité du vivant organisée à l'échelle des écosystèmes, c'est souvent quelque chose de moins intuitif et de plus difficile à faire passer. On va un tout petit peu s'attarder sur ce qu'est un écosystème et pourquoi il est important de penser la biodiversité dans une logique écosystémique. Quand j'ai parlé jusqu'ici de biodiversité, je n'ai parlé que du monde vivant, la variabilité du monde vivant. Mais le monde vivant, c'est une des composantes de la biosphère. La biosphère, c'est tout fin. Vous avez toute une série d'autres exposés qui ont peut-être dû aborder cet aspect. C'est vraiment cette couche extrêmement fine qui entoure la Terre, que j'ai même exagéré ici dans son ampleur, dans lequel les conditions physico-chimiques sont réunies pour que le monde vivant fonctionne. Donc c'est un état totalement particulier de l'univers, mais totalement particulier, et qui fonctionne parce que différentes composantes, différentes boîtes sont mises en relation les unes avec les autres par le monde vivant. Mon illustre collègue vous a parlé de la lithosphère, de la géosphère, voilà, et des liens avec l'activité minière, l'économie circulaire, ces éléments. Vous avez certainement eu des formations sur l'hydrosphère, la gestion de l'eau, oui? Non? Oui, vous ne vous souvenez pas, ce n'est pas grave, c'est comme les étudiants, on fait, puis après on oublie, on avance dedans. L'atmosphère, vous avez dû avoir des formations aussi sur le climat déjà, donc les gaz à effet de serre, la composition de l'atmosphère. Tout ça, c'est très bien, mais il y a une sphère qui est unique et qui est la sphère qui fait que nous sommes dans la biosphère. Une composante, c'est la boîte monde vivant. Alors pourquoi la boîte monde vivant, c'est important? Parce que c'est elle qui met tout en lien à l'échelle des écosystèmes. Les écosystèmes, ce sont les unités fonctionnelles de la biosphère. Un écosystème, c'est ceci. C'est un espace de la biosphère où le monde vivant et le monde inorganique non vivant se mettent en relation. Et se mettent en relation par quoi? Par des échanges. Quel est le problème du monde vivant? C'est que nous sommes toujours en déséquilibre avec le monde inorganique. Si vous posez votre main sur le banc, votre main est un peu froide. Elle est un peu froide parce que vous devez maintenir une température interne. Et quand vous posez votre main sur le banc, vous êtes en déséquilibre avec l'environnement physique au niveau chaleur, au niveau énergie. Et donc, vous transmettez de l'énergie au banc. Et ça, vous pouvez le faire pour tout. Nous sommes toujours en déséquilibre avec l'environnement. Parce qu'en tant qu'être vivant, nous devons fonctionner dans une gamme de conditions bien établies, de pH, d'hydratation, de chaleur, qui fait que les conditions environnementales y correspondent peu souvent. Et donc, de ce fait, nous sommes toujours en interaction, en échange avec le monde inorganique. Nous échangeons quoi? De l'énergie et des matériaux. Pour fonctionner, le monde vivant doit échanger de l'énergie, des matériaux. De l'énergie
On l'a dit, sous forme d'énergie chaleur, on échange des échanges thermiques. On va le voir sous forme de photosynthèse. Donc, c'est un des éléments clés du fonctionnement des écosystèmes, un élément clé pour le monde vivant. C'est se procurer de l'énergie. Hein, je suis en train de parler, j'ai besoin d'énergie. Eh bien, cette énergie, elle vient du soleil. On va voir comment et pourquoi et quels sont les liens avec la biodiversité. Et puis des matériaux, hein, les matériaux qui nous constituent en tant qu'êtres vivants, qui constituent nos tissus, le carbone, l'oxygène fondamentaux, l'eau, hein, on doit boire, voilà, je bois, donc j'échange avec le monde inorganique, et toute une série de nutriments, l'azote, le phosphore, le potassium, le magnésium, le manganèse, le cuivre, le zinc, enfin une trentaine d'éléments essentiels. Ces échanges se font au sein des écosystèmes, l'écosystème étant l'unité d'organisation du monde vivant qui correspond à des complexes formés par des communautés d'êtres vivants, c'est-à-dire formés par la biodiversité présente à un endroit et les facteurs abiotiques, ce qu'on appelle le biotope, donc les conditions environnementales, les ressources, les stocks d'eau, les stocks de nutriments, le pH, la température, tous les éléments abiotiques qui sont en interaction dans une aire déterminée. Un écosystème, c'est un système. Ça veut dire qu'il y a dedans des stocks et des flux. Et il y a deux grands types d'échanges, on l'a dit. Il n'y a pas un petit pointeur? Moi, j'en ai un. C'est pas grave. Oh, magnifique. Normalement, comme nous faisons partie de la même famille, je ne vais pas trembler en utilisant le pointeur. Il y a deux grands types d'échanges. Les échanges énergétiques. Et les échanges énergétiques, c'est comment l'énergie solaire circule à travers le système. Tous les systèmes écologiques fonctionnent sur l'énergie solaire. On va repréciser ça tout de suite. Et puis, c'est comment les stocks de minéraux, par exemple la quantité, la présence d'azote, de phosphore, de potassium, azote sous forme, vous avez fait un peu de chimie, j'imagine, dans vos formations d'ingénieurs quand même, sous forme de nitrate, de nitrite, d'ammonium, peu importe, vont circuler dans le système et vont alimenter le monde organique, le monde vivant. Vous voyez que ces liens, ils se font à travers des flux qui sont essentiellement des flux de qui mange qui dans l'histoire. Tout rentre par les végétaux, l'énergie solaire, les nutriments, est fixé dans leurs tissus et se transfère dans l'ensemble du monde vivant par des relations de nourrissage et de consommation des autres organismes. Et donc, dans les écosystèmes, le monde vivant, la biodiversité, joue un rôle central. Quand nous mangeons, vous avez vu qu'il y avait des petits machins là, à la pause, et donc vous voyez que je suis très politiquement correct, hein, moi, quand nous mangeons, que vous soyez carnivore ou pas carnivore, ce que nous mangeons, c'est de l'énergie solaire et des nutriments du sol. Ils nous ont été transmis, l'énergie solaire, par la photosynthèse. La photosynthèse, c'est le processus par lequel les plantes vertes, donc qui ont de la chlorophylle, fixent l'énergie solaire dans des molécules de glucose à partir d'eau et de CO2. Simplement parce qu'il faut un moment qu'il y ait de l'énergie dans le système. Voilà, la photosynthèse est apparue il y a X milliards d'années, elle a bouleversé complètement toute la chimie de la biosphère, de l'atmosphère, de l'hydrosphère. C'est ce qui fait qu'on est dans une atmosphère dominée par l'oxygène, puisque la photosynthèse rejette aussi l'oxygène. Et en même temps, les végétaux prélèvent des éléments minéraux sous forme inorganique, les transforment en tissus organiques, en molécules organiques, qui sont consommables par d'autres êtres vivants, et donc transfèrent à travers ces flux les éléments minéraux de base vers l'ensemble de la chaîne, les herbivores et puis les humains ici. Tout ce système de base fonctionne grâce
à un ensemble d'interactions avec d'autres acteurs de la biodiversité. Les végétaux ne peuvent faire leur fonction de fixateur d'énergie solaire et de fixateur de minéraux que s'ils sont pollinisés et donc peuvent se reproduire et faire des populations viables. Tout ce qui concerne la fixation des éléments minéraux dépend d'une multitude d'interactions avec des micro-organismes, des champignons, des bactéries symbiotiques, des mutualismes au sein des systèmes racinaires. Vous voyez, il y a un rôle essentiel là de la biodiversité. Juste pour que vous compreniez bien l'intérêt de caractériser la variabilité du monde vivant dans ces processus écosystémiques, les acteurs qui vont jouer dans les différentes relations, dans les différents processus écosystémiques, ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on a, à travers ces relations, ces mobilisations de l'énergie, des nutriments par les êtres vivants, ce qu'on appelle des cycles biogéochimiques, c'est-à-dire la description du transfert entre monde organique et inorganique des différentes composantes. Si vous prenez le cycle du carbone, dont vous aurez compris, vous aurez au moins retenu dans quelques-unes de vos formations précédentes, mais il suffit d'écouter un peu l'actualité pour comprendre qu'il est quand même relativement essentiel dans les enjeux sociétaux actuels. Le cycle du carbone est un cycle assez simple. Le carbone rentre depuis l'atmosphère dans les écosystèmes par la photosynthèse grâce à tous les végétaux photosynthétiques, c'est-à-dire toutes les plantes qui possèdent de la chlorophylle. Il sort par la respiration de ces mêmes organismes et il est recyclé à partir de la matière organique par toute une série d'organismes détritivores. Dans le cycle du carbone, tous les organismes végétaux jouent un rôle central. C'est global, c'est l'ensemble du monde vivant. C'est vrai à l'échelle locale, c'est vrai à l'échelle globale. Ce qui se passe à l'échelle locale se transcrit dans des cycles biogéochimiques globaux. C'est les cycles ici du gaz à effet de serre, carbone principal, comment il va fonctionner. Vous voyez que dans ce cycle, on ne va pas le détailler. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en effet, la matière organique au sens large, le monde vivant au sens large, joue un rôle moteur. Ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Nous avons des cycles qui dépendent d'acteurs très très spécifiques de la biodiversité. Je vous prends un deuxième cycle essentiel qui est le cycle de l'azote. Vous êtes composé de protéines, vos tissus, basés sur l'azote. C'est la structure principale des protéines, c'est l'élément essentiel. L'azote disponible, il se trouve dans l'atmosphère sous forme de diazote, une molécule N2, qu'aucun organisme ne sait utiliser, sauf un groupe de bactéries très très spécifiques, fixatrices d'azote, qui tirent son énergie de la transformation de la molécule N2 en molécule ammonium. Et c'est quelques genres de bactéries, vraiment un groupe très très spécialisé, et puis après, le cycle dépend du fait que l'ammoniac soit transformé en nitrite par des bactéries nitrifiantes, à nouveau quelques genres, un groupe très spécifique, et puis par des bactéries à nouveau nitrifiantes, en nitrate, qui est absorbable alors par les plantes et qui se transmet dans la chaîne alimentaire. Ça veut dire qu'à l'échelle mondiale, le fonctionnement de la biosphère, le fonctionnement d'un cycle majeur pour le vivant, l'azote, dépend de quelques groupes très spécialisés de bactéries. Donc ceci pour faire le lien entre monde vivant, la variabilité du monde vivant et le fonctionnement des écosystèmes, puisqu'on va revenir dessus après, on va revenir sur ces liens, pourquoi la biodiversité est importante pour le fonctionnement des écosystèmes et les sociétés humaines. Pour résumer donc ce qu'on a jusqu'ici sur la biodiversité, c'est un concept qui approche l'ensemble de la variabilité du monde vivant en le structurant à 3 niveaux: génétique, taxonomique et écosystémique. Comme ça, ce n'est pas très nouveau. L'idée qu'il y a derrière variabilité du monde vivant, c'est de pouvoir le mesurer. Quand je vous dis que j'ai fait ma licence en écologie, conservation de la nature, nous n'avions pas de réels critères sur
qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important dans le monde vivant. La nature, c'est le grand tout. La nature, c'est notre lien à l'environnement. Aller dans les champs intensifs, allez, je vais dire autour de Jean Blou pour rester... pour garder les... Oui, vous n'êtes pas bio-ingénieur, donc vous connaissez un peu moins les petites rivalités interfacultaires. Les champs intensifs autour de Jean Blou, de blé, hein, moi je vois ça tous les matins quand je viens de chez moi. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire avec ça. Je me suis laissé emporter par me... Qu'est-ce que je disais en fait? C'est pas grave, on laisse tomber les champs. Oui, ce qui est important à conserver. Si on parle de nature, pour moi, ce n'est pas de la nature. Mais mettez l'agriculteur qui gère ses champs, pour lui, c'est de la nature. Donc cet élément nature, par rapport à la variabilité du monde vivant, aux enjeux, c'est différent. Donc la biodiversité, c'est l'idée de pouvoir mesurer et suivre ces différents éléments. Donc mesurer aux 3 niveaux, gènes, espèces, écosystèmes. Que veut-on mesurer? Alors pour avoir la logique de ce qu'on veut mesurer en biodiversité, on va faire un petit voyage qui est malheureusement politiquement incorrect, puisque nous devons prendre l'avion. Excusez-moi, je n'ai pas encore refait tous mes slides depuis 5-6 ans. On prend l'avion, on fait quelques milliers de kilomètres et on atterrit ici. C'est quoi cet écosystème? Où le localisez-vous? En Afrique, c'est-à-dire au Sahara. Magnifique. J'adore quand on me fait cette réponse. Ce n'est pas le Sahara. Mais j'adore quand on me fait cette réponse, c'est celle que j'attends. On est dans la grande plaine nord-américaine. Donc au centre du continent nord-américain, là où il y avait autrefois les prairies à bisons, qui ont été remplacées par de grands champs de céréales. Ce que vous voyez, ce sont des champs de céréales. Et donc en effet, bien vu, ce qu'on voit là, ce n'est pas une voiture du Dakar, c'est un tracteur. On va, à partir de maintenant, surtout parler de diversité en espèces. Alors, pas parce que je veux simplifier, mais parce qu'il y a quelque chose que vous aurez compris. C'est complexe de mesurer la biodiversité, tous ces niveaux. Or, le niveau espèce, c'est le niveau qui articule les autres niveaux, génétique et écosystémique. Donc, c'est un bon proxy de la mesure de la biodiversité. Quand une espèce disparaît, toute sa variation génétique disparaît. Quand un écosystème disparaît, les espèces ou les populations d'espèces présentes dans l'écosystème disparaissent. Je simplifie les liens. Donc ce niveau espèce, il nous donne aussi des informations sur la diversité génétique et l'état des écosystèmes. Donc j'ai beaucoup parlé de richesse en espèces. Nombre d'espèces ici, 1, du blé. 2, s'il y a un agriculteur dans le tracteur, mais ce n'est pas sûr. Ah oui, c'est peut-être guidé par GPS. Vous êtes quand même une fac polytechnique, là. C'est vous qui faites les tracteurs guidés par GPS et tout. Voilà. Bon, alors, franchement, ça ne m'amuse pas. Donc, je reprends l'avion, je fais 5000 km vers le sud. Je me fais parachuter sur le radeau des cimes. C'est cette structure qui est sur des grands boudins et des filets qu'on met au sommet de la forêt tropicale et à partir duquel les chercheurs descendent en rappel dans les arbres pour étudier la biodiversité. Moi, je ne fais pas ça, je déteste ça, j'ai de vertige, donc ce n'est pas grave. Mais là, je regarde ça et on voit tout de suite que j'ai une autre diversité. À votre avis, combien y a-t-il d'espèces d'arbres sur 1 hectare de forêt équatoriale? Sachant, pour vous donner un ordre de grandeur, que sur tout le continent européen, il y en a 125. Le continent européen tempéré. Hein. Combien sur 1 hectare de forêt tropicale? 200, le même ordre de grandeur que sur tout le continent nord-européen. Donc on est dans le maximum possible de richesse en espèces que l'on peut trouver à l'échelle mondiale. Je vous ai dit, je n'aime pas les forêts tropicales. Voilà, j'aime les écosystèmes ouverts, donc je reprends l'avion, je sais, c'est pas bien, je refais 5000 km, et hop, je me fais parachuter au sommet d'une des îles de l'archipel hawaïen, et je tombe dans cet écosystème. Il y a plus d'espèces que dans mon champ. Il y en aura moins que dans la forêt amazonienne, qui est le maximum, mais qu'est-ce qui fait la particularité de cette richesse en espèces? C'est qu'au moins à 80%, toutes ces espèces, je ne vais les trouver que sur cette île. Ici, une partie des espèces que j'ai vont être présentes dans tout le bassin amazonien et d'autres de grandes régions. Ça veut dire que dans la mesure de la biodiversité, il y a 2 composantes, que ce soit au niveau génétique, au niveau spécifique ou au niveau écosystémique, c'est la quantité locale
et la spécificité de la composition. Ce n'est pas parce qu'un écosystème a beaucoup d'espèces que par définition, il a plus de valeur en biodiversité qu'un écosystème qui en a moins. Parce que la biodiversité s'organise en assemblage d'espèces différents les uns des autres, et donc le caractère original d'une composition compte aussi. Bien sûr, ces deux éléments, quantité et spécificité, varient entre les écosystèmes, varient entre les régions biogéographiques et nous permettent d'établir des priorités de conservation des zones importantes pour la biodiversité. La richesse en espèces, par exemple, donc le nombre d'espèces présentes sur une surface, vous voyez, varie à l'échelle mondiale. On a ici une carte qui nous donne le nombre d'espèces de plantes vasculaires, donc de plantes supérieures, enfin supérieures, je n'aime pas dire ça, peu importe, enfin, les gymnospermes, les angiospermes, de plantes vasculaires, sur des surfaces de 10 000 km². On passe de zones avec moins de 100 espèces à des zones avec plus de 5 000 espèces. Notez que l'échelle n'est pas linéaire, hein. On a des échelles d'abord 100, 200, 200, 500, et puis on passe à 4 000, 5 000. Et on voit tout de suite, il y a des points chauds de biodiversité en richesse en espèces. Ces points chauds, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même toute la zone intertropicale. En termes de richesse en espèces, on estime que probablement 90% des espèces se trouvent dans la zone intertropicale. En effet, on vient de le dire, 200 arbres sur 1 hectare dans une forêt d'Équateur, pour 125 sur 8 millions de kilomètres en Europe tempérée, c'est quand même un peu mal hein, pour les forestiers. 1800 espèces d'angiospermes de plantes à fleurs sur 20 km² au Costa Rica, c'est l'équivalent de la richesse en espèces de toutes les plantes à fleurs de la Belgique. 43 espèces de fourmis sur un seul arbre dans une forêt équatoriale pour 76 espèces de fourmis sur toute la Belgique. Donc il y a bien des endroits où il y a des richesses beaucoup plus importantes. Mais s'ajoute à ça cette notion d'originalité que nous traitons à travers le concept d'endémisme. On parle d'endémisme pour une espèce qui est localisée dans un territoire géographique donné. Peu importe la taille, c'est une question d'analyse. J'ai des espèces très endémiques. Moi, j'ai travaillé sur des écosystèmes très particuliers, des collines de cuivre et de cobalt au Katanga, où une colline qui fait la taille de cette pièce contient des espèces dont on connaît la seule population au monde, hyper endémiques. Et puis il y a des endémiques, je veux dire, voilà, de la Méditerranée, qui sont très spécifiques au climat méditerranéen. Alors ça, cette notion d'endémisme, elle est importante, parce qu'elle nous permet, par exemple, d'associer la notion de richesse en espèces à la notion d'originalité. Ceci est un article qui date de 2000, qui était vraiment fondateur, visant à définir ce qu'on appelle les points chauds de biodiversité à l'échelle mondiale. On peut le faire à d'autres échelles, on peut le reproduire à toutes les échelles géographiques, en partant du principe suivant, c'était très très américain, combien d'espèces peut-on sauvegarder par dollar investi? Je n'ai pas mis le titre de l'article, mais c'est ça le titre de l'article. Partant du constat qu'on a beaucoup de moyens qui sont mis dans la conservation de la biodiversité, mais qu'on n'a jamais donné de priorité, les auteurs se sont posé la question, si on mettait tout là où c'est prioritaire, qu'est-ce que ça donnerait? Et ils ont défini 3 critères. Des régions riches en espèces, donc qui vont avoir au moins 1500 espèces sous forme d'endémiques, donc riches, mais ces espèces-là, on ne va le trouver que dans cette région. Ça veut dire que si elles disparaissent, elles ont disparu une fois pour toutes. Donc ils ont associé, ils ont passé toutes les bases de données en revue, ils ont associé la notion d'endémisme à la notion de richesse, et ils ont défini les hotspots comme des zones où il y a au moins 1500 espèces endémiques, basées sur les analyses avec des végétaux, des mammifères, des reptiles, des amphibiens, des oiseaux, et qui en plus ont subi une pression importante et ont déjà perdu 70% de leur habitat naturel. Résultat, c'est théorique, hein, mais c'est pour pousser le raisonnement au bout. Si on protégeait 1,4% de la surface terrestre,
on protégerait 44% de la flore et 35% de la faune mondiale pour les 4 groupes taxonomiques sous forme d'endémiques d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que si on mettait tous les moyens là, on sauverait quasi la moitié. C'est totalement théorique, hein. On exclut tout ce qui est société humaine dans la réflexion. Mais ça permet de montrer qu'il faut bien prendre, ben oui, surtout vu les localisations. Surtout. Notez que ça dit des choses assez intéressantes. Regardez, la forêt amazonienne n'y est pas. Ce qui est, c'est ce qu'on appelle les cerrados brésiliens, qui sont des forêts claires et des savanes, et la forêt atlantique brésilienne. Pourquoi la forêt amazonienne n'y est pas? Parce qu'on n'est pas à 70% de dégradation, et que fondamentalement, il y a moins d'endémiques sur des échelles plus petites qu'on a dans ces zones-là. Ça ne veut pas dire que la forêt amazonienne n'est pas importante, hein, elle est importante pour d'autres raisons, mais le fait de mettre ce critère d'originalité nous dit bien, attention, il n'y a pas que le nombre qui compte. Et ça, j'aimerais que vous le reteniez, parce que c'est hyper important. Chaque fois qu'on parle de biodiversité, beaucoup d'espèces, ça amène à quoi? Ça amène, dans des stratégies de développement urbain, de la végétation, de la biodiversité, à planter tout et n'importe quoi, plein d'espèces qui n'ont rien à voir avec les écosystèmes, avec leur fonctionnement. À l'échelle mondiale, vous retrouvez ça à l'échelle régionale. Ceci, c'est un petit panel des écosystèmes les plus importants pour la conservation de la biodiversité en région wallonne. Ce sont tous les écosystèmes qui sont issus de l'activité agricole du Moyen-Âge. C'est assez étonnant. Qui sont issus de la déforestation du Moyen-Âge, mais par le pâturage, l'exploitation forestière, mais dans lequel la faune et la flore s'est mis en place de façon spontanée, répondant à l'hétérogénéité de l'environnement. Vous voyez, c'est extrêmement diversifié. On a des landes ardennaises, on a des pelouses calcaires, des prairies humides. Tous ces écosystèmes disposent d'un statut de protection européen. Et pourtant, vous avez des différences en richesse spécifique qui vont, dans une pelouse sur sol calcaire, de 25 espèces au mètre carré, c'est le hotspot de biodiversité tempérée, à des richesses qui vont à 5 espèces par mètre carré pour des landes à bruyères ardennaises. Ce n'est pas seulement la richesse spécifique qui fait qu'on leur a apporté de l'intérêt, c'est le fait que la lande à bruyère a une composition spécifique tout à fait originale qui contribue à l'échelle régionale et des paysages à la biodiversité. Tout cela, j'aurais pu vous le montrer sous cette forme, en développant tous les indices de mesure de la biodiversité que nous utilisons aux différentes échelles pour objectiver tout ce que je vous ai dit ici de façon orale et illustrée, je l'espère, de façon agréable, avec des petits voyages à travers les écosystèmes. Donc quand je vous dis qu'on veut quantifier, c'est bien ça. Des nombres, nombre d'espèces d'écosystèmes, des diversités qui vont nuancer des quantités par des abondances relatives, c'est-à-dire, OK, j'ai beaucoup d'espèces, mais est-ce qu'il y en a une qui domine tout? Est-ce qu'il y a une diversité, elles sont à peu près équivalentes? Et puis ici, des mesures de différence entre entités, des mesures de différence génétique entre populations ou des mesures de différence de composition en espèces entre différents écosystèmes. Voici pour, très rapidement, une petite définition de la biodiversité et de ce qu'on veut faire avec ce concept de biodiversité. Fondamentalement, au départ, le concept de biodiversité, il a émergé avec ce besoin de quantifier, de suivre de la façon la plus objective possible la variabilité du monde vivant. Il n'y a pas d'a priori derrière le concept de biodiversité de savoir si plus c'est mieux ou moins. Il n'y a pas d'a priori au départ. On mesure. C'est un peu plus complexe que ça. Vous savez que science et politique et enjeux personnels ne sont jamais tout à fait séparés. On a des indicateurs, on va donc pouvoir faire l'état de la biodiversité. Pour faire l'état de la biodiversité, je vais essentiellement utiliser le niveau espèce. Voilà. Pourquoi? Alors d'abord parce que c'est là qu'on a des bonnes bases de données. Parce que vous savez, quand on s'intéresse à la biodiversité, on s'intéresse aux espèces. Moi, je cours, j'ai couru beaucoup le monde, je cours un peu moins le monde, quand même, je fais ma petite transition aussi, juste pour aller voir des espèces végétales en fleurs, les documenter, les mettre dans les bases de données, voilà, c'est le niveau auquel on est. Et puis par ailleurs, comme je vous l'ai dit, le niveau espèce, il fait le lien entre génétique et écosystème, et c'est un bon indicateur proxy. Que sait-on?
de la biodiversité actuellement? Pas grand-chose. Nous sommes très loin d'avoir décrit la biodiversité. Nous ne savons pas le nombre d'espèces sur Terre. Les estimations varient entre 15 millions et 50 millions suivant les modèles que vous utilisez. Alors on ne sait pas pourquoi. Bon, d'accord, on a décrit de l'ordre d'1,5 million d'espèces. Décrit, ça veut dire qu'un jour on l'a prise, hein, on l'a mise dans un herbier, on lui a mis un nom et on l'a mis dans une collection, hein, en général. Mais il n'empêche qu'on découvre encore près de 15 000 espèces par an. On en décrit encore 15 000 nouvelles par an. Alors quand on est chez les coléoptères, qui sont juste une partie des insectes, on en décrit beaucoup. On en décrit moins pour les mammifères, on en décrit quasi plus pour les oiseaux. On commence à avoir une bonne connaissance, on va vraiment aller chercher l'espèce au fin fond de la forêt amazonienne ou enfin, à Sumatra, qui n'a pas encore été documentée. Donc vous voyez bien qu'on n'y est pas. Enfin, on n'a même pas un référentiel complet. Par ailleurs, il y a un autre aspect, il y a un biais énorme dans la description. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas intéressé à tout. On a un biais, on a bien décrit les mammifères, on a bien décrit les oiseaux, vous le voyez dans les découvertes. Les insectes, c'est le groupe le plus important, mais on n'est nulle part. Et alors, je ne vous parle pas des bactéries, des champignons, des trucs dont tout le monde se fout, hein, je sais pas moi, allez, dans les insectes, les punaises. Nous, là, on a un programme maintenant pour faire la diversité en punaises des friches industrielles en Wallonie. J'aime autant vous dire, pour aller chercher ce programme et l'avoir financé à la région, on ne sait pas encore comment il est passé. Hein. C'est un truc... mais on l'a. Donc, ce qu'on sait quand même, c'est que la biodiversité a fluctué dans le temps. Donc, un point important. Les espèces, ça meurt et ça naît. Okay? Une espèce est faite pour mourir un jour. Un jour, notre espèce va mourir, va s'éteindre, qu'on le veuille ou non, d'une façon ou d'une autre. C'est l'évolution. Et une autre la remplace. Enfin, la remplace, un peu, je caricature. Donc il y a des taux d'extinction. On peut documenter dans les archives paléontologiques des taux d'extinction. Alors pas d'espèces, de groupes taxonomiques plus hauts, hein, les familles, les genres, les espèces, un peu difficile de les reconnaître. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une extinction de fond, donc des taux d'extinction de fond. Vous voyez ici en nombre de familles par million d'années qui s'éteignent. Et puis on a des pics. Et donc, on a identifié dans les archives paléontologiques 5 grandes crises d'extinction. La plus récente et la plus spectaculaire, celle qu'on connaît le mieux, c'est celle qui est associée à la disparition des dinosaures, probablement sous l'effet de la chute d'un météore, de l'impact avec un météore, de refroidissement généralisé de la surface de la Terre. Mais derrière les dinosaures, on a perdu près de 80% des espèces présentes et 50% des familles taxonomiques présentes. Donc c'est normal que ça s'éteigne. Enfin, je veux dire qu'il y ait des extinctions et des nouvelles espèces, mais on a quand même une idée de c'est quoi un taux d'extinction d'espèces de fond. Alors actuellement, on est dans un défi clair. Donc c'est quoi le défi de la biodiversité actuelle? C'est ceci. C'est ce qui a été prédit en 1962 par Rachel Carson. Si vous vous intéressez à l'évolution de la pensée environnementale, vous devez lire Rachel Carson. Rachel Carson dit tout ce qu'on est en train de dire actuellement avec les problèmes de pesticides et avec les législations pour lesquelles l'Europe n'arrive pas à avancer. En 1962, Rachel Carson dit l'usage des pesticides va entraîner la disparition des populations d'oiseaux. Parce que les pesticides se transfèrent dans la chaîne alimentaire, se transférant dans la chaîne alimentaire diminue la viabilité des poussins, enfin, en fait ça diminue l'épaisseur des coquilles, peu importe, et donc on va aller vers un crash des populations d'oiseaux. Eh bien voilà. Ah pardon, j'ai été... Au cours des 20 dernières années, des 25 dernières années, nous avons perdu en Europe 25% d'abondance d'oiseaux, donc 25% des individus d'oiseaux. Il y a un quart d'oiseaux en moins sur le continent européen. On a des données, enfin, on a des séries temporelles qui nous permettent de l'évaluer. En milieu agricole, c'est 60% de perte de l'abondance en oiseaux.
En milieu forestier, on est à 18%. Vous voyez, ça va dépendre aussi des écosystèmes. Donc, ce qu'a prévu Richel Carson est en train de se passer. Donc, on avait un petit débat avant de savoir si on ne faisait que du factuel ou un peu de militaire. Je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu de... Voilà. Donc, un jour, vous allez vous réveiller, un printemps, vous allez venir ici au sud 11, et sur le chemin, vous n'aurez pas entendu un oiseau. C'est ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est dû à deux phénomènes. On perd du vivant parce qu'on a une extinction massive d'espèces. Donc on peut documenter au cours des 400 dernières années, parce qu'on a des archives au cours des 400 dernières années. Et pourquoi 400 ans? Parce que c'est le début de la globalisation et de la modification des systèmes sociétaux. On peut documenter au cours des 400 dernières années les taux d'extinction sur base des espèces que l'on connaît. Ces taux d'extinction, ils sont 100 à 1000 fois supérieurs au taux d'extinction du fonds paléontologique. Et si on prédit les taux d'extinction à venir, eh bien, ils sont encore 10 fois supérieurs au taux d'extinction actuel. Donc on a perdu au cours des 400 dernières années des espèces dans un taux d'extinction qui est largement supérieur, en 400 ans, pas en un million d'années, pas en 100 000 ans, hein, en 400 ans. C'est aussi un effondrement des populations. Ceci est un indice qui suit l'état des populations, donc l'abondance de toute une série d'espèces, donc plusieurs milliers d'espèces, terrestres, marines et d'eau douce. Et vous voyez que si on met la référence d'abondance à 100 en 2070, on est à quasi moins de 20%, on est à 20% de pertes pour les terrestres et les marins, on est à quasi 40% de pertes pour les organismes d'eau douce. Les populations diminuent. On perd des espèces, on perd des populations. Ça, c'est le constat du passé, de ce qui se passe. Si on se projette dans le futur, nous avons des méthodes qui nous permettent d'estimer la probabilité d'extinction d'espèces à des pas de temps qui sont des pas de temps de l'ordre de 50 ans. On le fait sur toute une série d'indicateurs de taille de population, de réduction de taille de population, enfin de menaces. Ceci est la synthèse des travaux de l'Union internationale sur la conservation de la nature, qui établit donc des listes rouges, qui identifient les listes rouges ces espèces menacées d'extinction. Sur les espèces pour lesquelles on a fait des études actuellement, qui représentent quand même des milliers d'espèces, on a à peu près, globalement, un quart des espèces qui sont menacées d'extinction à court terme. Évidemment, ça varie d'un groupe à l'autre. Alors, on parle souvent des oiseaux. Les oiseaux ne sont pas les plus menacés. 14% des espèces à l'échelle mondiale, pour celles qu'on a évaluées, sont menacées d'extinction. Par contre, les amphibiens sont un groupe majeur indicateur de l'état de la biodiversité. 40% des espèces d'amphibiens sont menacées d'extinction à court terme. Et alors, c'est là que je vais vous gâcher vraiment votre week-end. C'est que tout ce que je vous ai dit est probablement totalement sous-estimé. Parce qu'il y a un biais terrible dans les analyses. On travaille essentiellement avec des groupes qu'on connaît bien, les amphibiens, les oiseaux, les mammifères. Ça, c'est la proportion des espèces de ces groupes pour lesquels on a évalué la vulnérabilité. Vous voyez, on est sur quasi 100% des espèces pour lesquelles on a évalué la vulnérabilité. Les autres, quasi rien. Les insectes, les mollusques, on ne l'a jamais vraiment fait. Or, ils représentent beaucoup plus d'espèces dans la biodiversité que ces trois groupes-ci qui sont quasi insignifiants. En 2022, si je ne me trompe pas, la référence est là, la date n'est pas là, ce n'est pas grave, des chercheurs ont réévalué donc, sur toutes les espèces de mollusques connues, les extinctions observées. Et ils arrivent non pas à des taux d'extinction de 0,04% depuis 400 ans, mais de 7,5% à 13%. Donc on est sur des taux actuellement mesurés d'extinction sous-estimés parce qu'on l'a biaisé en travaillant sur certains groupes. Et quand on regarde à partir d'autres groupes taxonomiques qui sont beaucoup plus importants dans la richesse totale du monde vivant, les taux d'extinction observés sont beaucoup plus hauts. Bon, je sais que c'est tout le temps comme ça, on en a un peu marre, mais on a demandé d'être factuel. L'état, il n'est pas bon.
et la région wallonne. Vous savez, la région wallonne, c'est quand même une terre de nature. C'est quand même un truc fantastique. Vous n'avez pas un ministre qui ne vend pas la région wallonne comme la nature. Venez faire du tourisme nature chez nous. Voici l'état de menaces sur les espèces pour un ensemble de groupes, donc les plantes, les carabes sont des insectes, les papillons de jour, les libellules, les poissons, les amphibiens. Donc ce sont pour toutes les espèces de tous ces groupes, on a des listes rouges. La proportion en vert est la proportion d'espèces non menacées. La proportion en jaune, orange, rouge est la proportion menacée d'extinction avec différents degrés. En noir, c'est la proportion d'espèces qui a déjà disparu du territoire. Donc globalement, en région wallonne, 9% des espèces connues sur la région wallonne se sont déjà éteintes. C'est énorme, hein. Elles n'ont pas disparu complètement, hein. Elles sont encore présentes en France, mais sur notre territoire. Et 34% d'espèces sont menacées à travers tous les groupes. Vous voyez, des groupes comme les chauves-souris extrêmement menacés. C'est intéressant de comparer avec la Flandre. On n'est pas meilleur. On est dans les mêmes ordres de grandeur. Et on va tout de suite comprendre pourquoi, et c'est lié à l'utilisation du territoire et à la perception de l'utilisation de notre territoire. La région wallonne n'est pas une terre de nature, c'est un désert biologique. Non mais je vais vous le montrer. Hein. Enfin, c'est de la blague, hein, la nature en région wallonne. Il y a 5000 hectares de réserves naturelles, c'est rien du tout. Hein. Le reste, c'est de l'agriculture intensive et des forêts qui sont des champs de maïs. Hein. Oui. Ça a évolué en mal. Mais j'essaye, oui, merci de me dire que c'est 2008, je vais la remplacer, mais ça a évolué en mal, ça ne s'est pas beaucoup amélioré. Voilà. On peut regarder l'état de conservation des écosystèmes aussi. Alors regardons les écosystèmes les plus exceptionnels, ceux qui ont les statuts de protection les plus élevés, ce sont les habitats, les écosystèmes qui sont protégés par l'Europe comme des éléments remarquables de la biodiversité du continent européen. On en a 41 en zone continentale, donc au sud du sillon Sambre-et-Meuse, 28 en zone atlantique au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Quand c'est en rouge, c'est état défavorable, très mauvais. Alors ça se mesure comment? Ça se mesure sur des indicateurs d'état physiques, mais aussi sur la composition en espèces, sur leur biodiversité. En orange, c'est mauvais, et en vert, c'est ceux qui vont bien. Voilà, je ne peux pas vous faire un autre élément. Ça évolue pas trop, il y a des petites flèches vers le haut, vers le bas, vous voyez que c'est des tendances. Bon, parfois ça monte, parfois ça descend, mais on n'en sort pas. On est avec les plus beaux écosystèmes en termes de biodiversité, les plus importants sont en très mauvais état de conservation. Et donc, hachons-nous, ça a d'autres conséquences. Je vous parle de perte de population, je vous parle de perte d'espèces, mais ça déstructure complètement les écosystèmes. En 2020, une étude en Allemagne a montré que dans les zones protégées, je dis dans les zones protégées, là où la biodiversité doit se porter le mieux, on a perdu en 20 ans, puisque les Allemands, on a des relevés, hein, vraiment au cours des 20 ans, on a des données, on a perdu 75% de la masse en insectes. Donc je ne vous parle pas du nombre d'espèces, d'individus, 75% de la masse. Or, nous avons vu que l'écosystème fonctionne avec des flux et de relations avec des composantes. Il fonctionne à travers des chaînes alimentaires. Si 75% des insectes disparaissent, alors qu'on est avec un niveau fondamental pour passer l'énergie et les matériaux depuis les plantes vers les autres organismes, on peut prédire un effondrement du système. On n'est plus même sur des richesses, on est sur la structure même du système. Petite nuance, je vous donne des chiffres globaux, mais les tendances varient suivant les régions, suivant les situations. Si nous prenons cet indice d'abondance des populations, d'espèces, de vertébrés, globalement à l'échelle mondiale, on voit qu'on a une diminution de près de 30% dans l'abondance des vertébrés. Si nous décomposons cela en zones géographiques, à nouveau, on voit qu'il y a des nuances, les tendances ne sont pas les mêmes. Les populations de vertébrés depuis 1970 se rétablissent en Amérique du Nord, se rétablissent légèrement en Eurasie, par contre, s'effondrent dans les zones tropicales, particulièrement en Afrique, dans tout ce qui est la partie indomalaise
des zones tropicales et bien sûr en Amérique du Sud. On pourrait dire, ouais, cool, on fait bien notre boulot. Je vous rappelle quand même un petit truc, c'est que le référentiel, c'est 1970, quand au nord, sur le continent européen et le continent nord-américain, on avait déjà bien affecté la biodiversité sans qu'on en parle. Donc on rétablit une situation qui n'est pas la situation pré-humaine, c'est la situation qui est déjà fortement dégradée. On n'est pas revenu à des niveaux qui sont des niveaux pertinents. Et si on regarde l'état des écosystèmes à l'échelle mondiale, bien évidemment, ça varie aussi. Vous prenez par exemple la carte des zones à l'état sauvage. Alors, l'état sauvage, c'est peu impacté par les activités humaines. Ben oui, on voit que la variation, enfin, il y a des degrés de nuance sur les impacts sur la naturalité des systèmes. Si vous prenez un indicateur comme la teneur en carbone organique des sols, ben, vous voyez que ça varie aussi fortement. Des pourcentages d'espèces perdues depuis la situation d'origine, donc pré-XVIe siècle, ben, on voit que aussi ça va varier assez fortement d'une zone à l'autre, avec des pics notamment en Amérique du Nord. Vous voyez que, par exemple, le bassin amazonien est loin d'être la zone qui a perdu le plus d'espèces au cours des temps historiques. Conclusion sur l'état de la biodiversité. Vous avez eu l'introduction aux limites planétaires? Oui, ok. Donc, et on a dû vous dire que parmi toutes les limites planétaires, actuellement, ce n'est pas celle du climat qui est dépassée, c'est celle de la biodiversité qui est la plus dépassée et celle des pollutions. Pollution par la modification des cycles biogéochimiques ou par l'introduction de nouvelles entités chimiques dans l'environnement. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas s'occuper du climat, ne me dites pas ça. Hein. Ça va venir, on va la dépasser très rapidement, mais on est déjà bien au-delà. Raison de cet état de la biodiversité. Alors, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas économiste, mais fondamentalement, je vais faire 2 slides sur ça qui seront liés vraiment à l'usage des sols. La raison, c'est des moteurs sociétaux. Ces moteurs sociétaux, ils se transforment en pression directe. Vous allez voir, on a toujours tendance à traiter le problème de la biodiversité en traitant les pressions directes. Il sait que derrière les pressions directes, il y a des modèles sociétaux. Et qu'on va le voir, les pressions directes, c'est bien, mais si on ne traite pas les modèles sociétaux, on risque bien de ne pas y arriver. Je vais revenir sur ça. Les pressions directes sur la biodiversité, ce qui impacte directement la biodiversité, de quoi parle-t-on? On parle d'une série de facteurs. 3 principaux directs, la destruction et la dégradation des écosystèmes naturels. Bon, historiquement, quand j'étais politiquement correct et factuel, j'écrivais « transformation des écosystèmes naturels ». Voilà, j'ai décidé d'être un peu moins politiquement correct et de mettre un élément factuel d'une direction, c'est de la destruction et de la dégradation par rapport, en tout cas, à la logique de biodiversité. C'est les invasions biologiques, donc le fait que nous transportons avec la globalisation les espèces à travers le monde et que dans certaines situations, ces espèces introduites hors de leur aire de distribution naturelle peuvent devenir invasives et affecter les espèces natives. Je ne vais pas parler de ça, ce n'est pas le thème aujourd'hui. C'est aussi la surexploitation directe des ressources biologiques, donc le prélèvement qui est supérieur à la capacité de renouvellement. Ces pressions directes interagissent les unes avec les autres et sont inclus dans les composantes du changement global, le changement climatique. Le changement climatique ne tue pas directement des espèces. Hein. Enfin, il bouge leur niche climatique, mais il ne va pas les tuer directement. Et les pollutions globales, qui peuvent avoir des impacts directs ou des impacts globaux, on va revenir dessus. Quels sont les facteurs, parmi tous ces facteurs les plus importants? Vous le devinez déjà un peu, j'ai mis des tailles de caractères différents. Sans aucun doute, la destruction, la dégradation des écosystèmes est le facteur principal de perte de biodiversité. C'est là qu'il faut agir. Il n'y a pas photo. Tout le dit. Quand vous regardez, donc ce sont les synthèses, dernières synthèses de l'IPBES. Hein, donc l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC. Hein, c'est les ensembles d'experts qui font l'état de la biodiversité, les scénarios, qui donnent les recommandations de scénarios pour répondre à l'enjeu.
On voit que les changements d'utilisation du sol, que ce soit pour la biodiversité terrestre ou d'eau douce, est le facteur principal, suivi de l'exploitation directe, des changements climatiques et des pollutions qui sont à peu près au même niveau, et des espèces invasives. Ceci étant, quand on parle de dégradation d'écosystèmes, je tiens quand même à redire un point, et on va le voir tout de suite, que la pollution, c'est de la dégradation d'un écosystème. C'est un peu artificiel hein, de les séparer comme ça. C'est comme si la pollution, c'était un élément indépendant. Non, non, ça affecte un écosystème. On voit que l'importance relative des facteurs n'est pas forcément la même suivant les compartiments de la biosphère auxquels on s'adresse, terrestre, eau douce ou marin. Donc il faut savoir en tenir compte dans les stratégies de réponse. Elle n'est pas forcément la même suivant les groupes taxonomiques auxquels on s'adresse. Donc ça, c'est une étude à l'échelle française sur un certain nombre de populations d'espèces. On voit par exemple que pour les oiseaux, la dégradation d'habitat est extrêmement importante. En fait, la dégradation d'habitat est le facteur le plus important pour toutes les espèces, pour tous les groupes taxonomiques. Par contre, la surexploitation affecte plus les mammifères que les amphibiens et la pollution est un peu plus importante pour les oiseaux qu'elle ne l'est pour les mammifères. Mais il y a au moins un message ici. La destruction des écosystèmes ou la dégradation des écosystèmes naturels, donc peu affectés par l'homme, est le facteur principal de perte de biodiversité. Et cette dégradation des écosystèmes, elle est liée à nos choix sociétaux et à notre utilisation du territoire et du sol. Alors, deux petits points pour faire le lien quand même avec les modèles, avec les choix sociétaux. Pourquoi avons-nous de telles dégradations des écosystèmes? Parce que l'espèce humaine préempte les ressources qui sont les ressources du monde vivant. Actuellement, sur tous les mammifères sur Terre, 95% sont des animaux d'élevage, en termes d'abondance. 4% sont des mammifères sauvages. Chez les oiseaux, c'est 70% pour 30%. En termes de taille de population, les humains représentent 36% des mammifères. Donc ça veut dire que nos animaux d'élevage préemptent les ressources de la biodiversité non anthropique, que nous n'élevons pas. Alors vous êtes des ingénieurs civils, vous allez l'être bientôt, des polytechniciens, je ne sais pas. Des ingénieurs civils ou polytechniciens chez vous? Civils. Nos activités industrielles, infrastructures, tout ce qui est autour de l'activité humaine et de la production de produits, fait en sorte qu'aujourd'hui, la masse des infrastructures humaines est aussi importante que la masse du monde vivant. Donc la masse de béton, d'asphalte, de métal liée aux infrastructures humaines est aussi importante que toute la masse du vivant sur la biosphère. Ce qui indique une logique d'exploitation de ressources énorme, mais aussi nous remplaçons l'espace du monde vivant par des infrastructures humaines. Donc je fais ça parce que ces deux éléments ont beaucoup de liens avec l'utilisation du territoire, l'exploitation des ressources, la dégradation des écosystèmes. Voilà, ces deux éléments, je ne vais pas plus loin sur les moteurs sociétaux, mais toujours avoir en tête que derrière les pressions, il y a des choix. Qu'entend-on par dégradation d'habitat? C'est ce sur quoi on veut se concentrer, l'utilisation du territoire. Ceci reprend à l'échelle mondiale, donc les moteurs, les pressions qui affectent le plus la diversité de l'entomofaune, donc des insectes. Eh bien, on a en premier lieu la perte d'habitat. La perte d'habitat, c'est quoi? C'est la transformation des systèmes agricoles ou des écosystèmes en agriculture intensive, c'est l'urbanisation, c'est la déforestation et c'est l'altération des milieux aquatiques. Donc on voit que c'est global. Quand on regarde ça, et si vous sommez, on est à près de 50% d'effet de la perte d'habitat sur la perte de l'entomofaune. Enfin, l'effet de la perte d'habitat est de l'ordre de 50% parmi toutes les causes. Mais c'est aussi les pesticides et les fertilisants. Parce que les pesticides et les fertilisants modifient les propriétés des écosystèmes. Et donc, perte d'habitat, ça veut dire ceci, dégradation des habitats. Ceci est quelque chose, et malheureusement Eric vient de partir, mais j'attendais beaucoup ce moment pour le provoquer. Voilà. Ceci est la plus grande réserve de cuivre au monde.
Ce sont les gisements de cuivre du Katanga, au sud de la République démocratique du Congo. 5% des réserves mondiales de cuivre, accessibles en surface, avec des couches géologiques qui contiennent jusqu'à 5% de concentration en cuivre. Si vous faites du mining, quand vous mettez dessus, vous tournez en rond de joie, vous sautez de joie. C'est le maximum. Et elles sont ici, elles sont en surface ici. Et donc vous voyez qu'on a ici des écosystèmes herbacés, tout autour on a la forêt. Mais que se passe-t-il? Ces écosystèmes, du fait de ces gisements en cuivre, en concentration en cuivre élevée, ils sont naturellement pollués. Les arbres ne savent pas s'y développer. Ce qui s'y développe, ce sont des plantes totalement adaptées à ces conditions. Et donc, on a une richesse en espèces endémiques de plantes qui ne poussent que là parce qu'elles sont adaptées à ces conditions. Et donc, on se retrouve avec des écosystèmes riches en espèces endémiques, uniques dans leur composition. Il n'y a pas de composition, extrêmement originaux. Et donc, ce que je suis en train de faire ici, mon exposé, mon GSM qui attend que ma fille me confirme quand on se retrouve pour aller au théâtre, là, comme les jeunes attendent toujours le dernier moment, ben voilà ce que ça donne. Ça, c'est la dégradation directe d'un écosystème. Il va falloir exploiter ce cuivre et ce cobalt. Alors, je ne vais pas de lien direct. Eric a bien nuancé tous ces aspects avec l'économie circulaire et tout. Ça, c'est la dégradation, la destruction d'un écosystème naturel, de sa biodiversité, ici hautement originale. Ça nous a occupé pendant 15 ans de recherche. Et puis on a arrêté parce qu'on faisait de la paléoécologie anticipative, puisque tous ces gisements vont disparaître. Donc on l'a bien documenté. Et donc, dans 20 ans, nos successeurs pourront dire, ben tiens, tout ça a disparu. C'est évidemment la déforestation. Ah ben, il y avait ça devait être une petite visio, mais ce n'est pas grave, qui vous montrait qu'en 2000, tout ça s'est ouvert, c'est de la forêt amazonienne. Et en 12 ans, ben, vous voyez, l'ensemble a été mité par l'accès aux ressources, par le développement de routes. C'est souvent lié à l'activité minière qui ouvre des routes, qui permet après de développer l'agriculture intensive, la transformation en pâturage ou les plantations intensives. Ça, c'est assez facile à comprendre. Il y a un écosystème, on le détruit, on fait autre chose ou on ne fait rien. C'est un peu plus subtil aussi. La dégradation des écosystèmes, c'est aussi leur transformation à travers les usages. C'est le passage d'écosystèmes peu impactés par les activités humaines dans lesquelles la faune, la flore, la biodiversité fonctionnent de façon spontanée, à des systèmes de plus en plus contrôlés. C'est important, regardez, ici on est sur des systèmes tropicaux. Ceci est toujours une forêt. Ceci est toujours une forêt. Si vous faites des surfaces forestières. Mais ce n'est plus une forêt diversifiée, c'est une forêt dégradée. Ceci est toujours une savane, mais ce n'est plus la savane de départ avec sa biodiversité. Donc, la destruction des écosystèmes, ce n'est pas seulement le passage d'un état à l'autre, c'est aussi la dégradation du système par les activités humaines et sa capacité à soutenir la biodiversité. C'est aussi les changements des propriétés. Je vous ai parlé du cycle de l'azote. Le cycle de l'azote est alimenté par des bactéries nitrifiantes qui, chaque année, fixent dans les écosystèmes une certaine quantité d'azote. Vous voyez, on estime que c'est de 100 à 200 téragrammes d'azote par an, des modèles. Ceci donne l'évolution des inputs en azote dans les écosystèmes d'origine humaine, liés à nos activités. La courbe totale est ici. Vous voyez qu'en 2000, la quantité d'azote injectée dans les écosystèmes par l'activité humaine est équivalente à celle des processus naturels. Nous enrichissons globalement les écosystèmes, et là, ce n'est pas que ponctuel, c'est global. Ce sont les composantes du changement global à l'échelle mondiale. Il n'y a plus un écosystème sur Terre qui est dans son état initial pré-industriel. Globalement, nous les avons modifiés, et un des facteurs principaux, c'est cette modification en nutriments. Et ça a des conséquences. Si vous aviez, il y a 50, 60 ans, pris l'autoroute 411 qui n'existait pas, excusez-moi, je dis n'importe quoi, mais enfin, soit, vous alliez de Louvain-la-Neuve en Gaume. Oui, la nationale, voilà, en effet. Voilà la diversité des prairies dans lesquelles vous auriez pu vous arrêter pour pique-niquer. Prairies de la vallée de la Dyle,
prairies du Condro, prairies de Calestienne, prairies de Gaume. Vous voyez qu'on a des compositions en espèces différentes et des richesses en espèces élevées. Charge en azote élevée, fertilisation veut dire homogénéisation de toutes les conditions. De Louvain-la-Neuve à Virton, les prairies sont toutes les mêmes. Même composition en espèces parce qu'on a complètement homogénéisé les niveaux en nutriments. Et donc, ça n'est pas que détruit, c'est toujours des prairies. Si vous voulez, dans les surfaces agricoles, c'est toujours des prairies. On va dire que les prairies sont en bon état. On n'a pas perdu de prairies. Si, pour la biodiversité, on les a complètement perdues. Et alors, je ne vous parle pas évidemment de l'activité agricole. J'ai quand même d'une fac de bio-ingénieur. Je dois faire un peu attention. Ok, je ne suis pas agent Blue, mais peut-être qu'un de vous va les cafeter et dire que je suis méchant avec les bio-ingénieurs et l'industrialisation et tout ça. Enfin bon, je ne vais quand même pas faire un dessin. Ok, on est aux États-Unis, on n'est pas en Europe. Enfin, aller dans la plaine de la Beaune en France, ce n'est pas beaucoup plus important. Tous ces éléments font qu'on a aujourd'hui, donc, en termes d'utilisation du territoire, des caractéristiques écologiques de l'occupation du sol, le land use, qui sont problématiques pour le maintien de la biodiversité. C'est quoi l'utilisation aujourd'hui? Le milieu a fortement changé. Il y a 300 ans, on était au minimum forestier en Wallonie. Il n'y avait quasi plus de forêt. Maintenant, on a 30% du territoire qui est forestier. Ça change tout le temps. Et le changement s'accélère. Aujourd'hui, le changement, c'est quoi? C'est l'urbanisation. La région wallonne, ce n'est pas une région de nature, c'est une région périurbaine. Je vous défie de vous mettre dans un endroit où vous n'entendrez pas un bruit de voiture ou un fond périurbain. Les organismes, tout ça, ça les affecte. Le milieu d'accueil de la faune et de la flore spontanée est de plus en plus restreint et fragmenté. Et c'est ça le point principal. Le milieu est simplifié, il est mobilisé, des juvéniles, ce n'est pas très grave. Enfin, si c'est grave, mais ce n'est pas le point principal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Des écosystèmes, comme ces écosystèmes, qui sont des pelouses sur sol calcaire, qui sont les écosystèmes les plus riches en espèces en Europe tempérée, sont passés de cette distribution-ci dans les paysages calcaires de Wallonie à cette distribution-ci. On est passé de grands ensembles, de grandes surfaces très connectées les unes aux autres. En 1775, on a retracé l'occupation des sols avec des cartes historiques, à des tout petits morceaux de pelouse isolés les uns des autres dans une matrice paysagère différente. Et ça a des effets sur la biodiversité. Pourquoi? Nous savons depuis les années 60 que la richesse en espèces, donc le nombre d'espèces d'un écosystème, il est lié à sa surface et à son isolement par rapport à d'autres écosystèmes similaires. La surface va influencer les taux d'extinction. Plus la surface est petite, plus les populations d'espèces vont avoir des taux d'extinction élevés dans l'endroit où on se trouve, dans la surface où on se trouve. L'isolement affecte la colonisation. Donc le fait que des espèces vont arriver, ou des populations d'espèces vont arriver dans l'écosystème. Et donc pour une espèce donnée dans un écosystème, la probabilité de son maintien va augmenter avec la surface et va augmenter avec la connectivité. Et ça se traduit dans des taux de colonisation, des taux d'extinction, qui arrive à un équilibre dynamique qui détermine la richesse en espèces d'un écosystème en fonction de sa surface et de son isolement. Et donc vous comprenez bien que dans des situations pareilles, toutes ces petites taches d'habitat, elles ont perdu de la richesse en espèces du fait de la réduction de la surface et de l'augmentation des distances entre les habitats. Ça affecte aussi la persistance individuelle d'une espèce dans un paysage. Les espèces, elles ne sont jamais éternelles à un endroit donné. J'ai une espèce de triton dans une mare, il ne va pas forcément rester tout le temps de vie de la mare. La population peut s'éteindre à un moment. Ce n'est pas grave si la mare est recolonisée à partir d'une autre population. Et donc les espèces dans un paysage, elles fonctionnent en système dynamique entre tâches d'habitat qui leur correspondent. Un triton passe d'une mare à l'autre, un papillon passe d'une pelouse à l'autre, un oiseau passe d'un massif forestier à l'autre. Et la persistance à l'échelle du paysage,
elle dépend du taux d'extinction des populations dans ces habitats, qui va diminuer avec la surface, et du taux de colonisation des habitats vides, qui va diminuer avec l'isolement. Et donc, on a les espèces peuvent persister à l'échelle du paysage et les taux de colonisation sont plus importants que les taux d'extinction, et donc si les surfaces et les connectivités sont suffisantes. Or, on vient de voir que l'occupation moderne du sol, vraiment, a eu un effet de fragmentation sur les habitats naturels semi-naturels, les réservoirs de biodiversité, en diminuant les surfaces et en augmentant l'isolement des différentes surfaces. Et donc, il y a un enjeu en termes d'utilisation du territoire à répondre à cet élément. Il faut défragmenter les habitats. Il faut reconnecter. On a dans nos habitats, dans nos paysages, des écosystèmes essentiels pour la biodiversité qui, aujourd'hui, ne sont pas dans des structures spatiales qui permettent de soutenir leur diversité biologique. Eh bien, tout ça, c'est une réflexion qui s'est faite depuis la mise en place des parcs nationaux jusqu'à l'intervention dans les milieux urbains. Comment? Ce sont les réponses que l'on peut apporter. Première réponse, ça a été de protéger. Nous avons des éléments essentiels pour la biodiversité, des écosystèmes pour la biodiversité, protégeons-les. Et ça vient de la démarche naturaliste du XIXe siècle, de la mise en œuvre des premiers parcs nationaux, avec, vous le voyez, une philosophie derrière très forte de séparation de l'homme et de la nature. On va protéger des éléments exceptionnels de la biodiversité, qu'on n'appelait pas biodiversité nature, peu touchés par l'homme, des espèces de temples. Il y a des logiques divines derrière, et des logiques philosophiques. Voilà, on va les protéger. Mais ce qui veut dire qu'on a mis un focus sur la biodiversité extraordinaire, des endroits riches en espèces, ou avec des espèces endémiques très originales. On a aussi mis un focus sur des espèces charismatiques. Ça vous a fait rire quand je vous ai dit qu'on avait un programme sur la diversité des punaises en friche industrielle en région wallonne. Imaginez, et ça va être le cas, on va trouver plein de punaises hyper intéressantes dans les friches. Et moi, je vais devoir aller dire à Willy Borsu, wow, il faut arrêter le redéploiement économique de la Wallonie. Moi, il me faut des réserves naturelles dans les friches industrielles pour les punaises. Ça ne va pas être facile. Si j'avais des pandas, ce serait plus facile. Voilà. Et ça, c'est notre lien au monde. Mais c'est hyper important, il y a un vrai biais là-dedans, par rapport à la biodiversité. Et des éléments exceptionnels. En région wallonne, jusque récemment, une petite dizaine d'années, la conservation de la nature, portée par notamment les naturalistes défenseurs, c'était essentiellement ces milieux ouverts, herbacés, venus des activités agro-silvopastorales traditionnelles, qui représentent moins de 5% du territoire, mais hébergent 80% de la flore. J'ai fait toute ma formation ici, en conservation de la nature, en ne sortant jamais d'une réserve naturelle, en n'allant jamais dans une forêt, jamais dans un champ, et jamais dans le milieu urbain. On a tout fait là-dedans, parce que ce sont nos écosystèmes exceptionnels. Résultat, la mise en place de zones protégées pour la nature, la biodiversité, alors qu'ils vont des grands parcs nationaux, des dizaines de milliers d'hectares, à nos petites réserves naturelles de quelques hectares, avec un succès sur papier assez intéressant. Ceci vous montre l'évolution des surfaces terrestres qui disposent d'un statut juridique lié à la protection de la biodiversité et du nombre d'espaces protégés à travers le monde. Vous voyez, c'est quand même une croissance exponentielle. À l'échelle mondiale, on a près de 13% de la superficie terrestre qui dispose d'un statut juridique lié à la protection de la biodiversité, directement ou indirectement, depuis la protection d'espèces à la protection d'écosystèmes, avec des progrès considérables. Par exemple, la mise en place du réseau Natura 2000 à l'échelle européenne, qui est un réseau porté par l'Europe, que les États membres ont dû mettre en place avec beaucoup de péripéties que je pourrais vous raconter un jour, qui nous a fait passer de
cette superficie de zones protégées en région wallonne. En rouge, les réserves naturelles. Avant la législature actuelle, on a quand même mis 5 000 hectares en plus au cours des 10 dernières années. Rien du tout, hein, des petits ploup là, perdus dans le territoire. Et les zones naturelles au plan de secteur à un réseau a priori cohérent qui couvre 13% de la région wallonne. Donc on a des progrès. Le constat, c'est que ça ne suffit pas. Si je mets en lien, alors ce n'est pas très scientifique, ce n'est pas une corrélation avec un R carré, hein, mais si je mets en lien la période d'augmentation et vraiment de succès des zones protégées et l'état de la biodiversité, on voit que le développement des zones protégées n'a pas suffi à arrêter la perte de biodiversité. Donc moi, je veux bien qu'on se réjouit que dans cette législature, on a 1500 hectares de réserves naturelles en plus en région wallonne. 1500 hectares, ça ne représente même pas cette tâche. Hein. Donc, soit. Pourquoi c'est le cas? Parce que quand on travaille en zone protégée, on travaille sur les éléments exceptionnels. Je vous montre le réseau Natura 2000. Le réseau Natura 2000, à l'échelle européenne, il vise à protéger 180 espèces d'oiseaux, 700 autres espèces et 200 types d'habitats. Or, on a 2200 types d'habitats à l'échelle de la région wallonne. Donc, on n'a pris qu'une toute petite partie exceptionnelle. Le reste, on ne s'en occupe pas. Donc, ce n'est qu'une toute petite partie de la biodiversité, ce qui est le plus exceptionnel. Et, quand je dis statut protection, entre une réserve naturelle où c'est la biodiversité et Natura 2000 où c'est concilier les activités humaines avec la nature, il y a des niveaux très différents. L'échec zone protégée vient aussi de mauvaise conception des systèmes écologiques. Et ça, c'est important dans ces formations que vous ayez ça. D'abord, l'idée que les systèmes, ça fonctionne en vase clos. On fait une zone protégée et ça va fonctionner. Or, on vient de voir que ce n'est pas le cas. Les organismes, ça bouge, le monde vivant, c'est dynamique. Ça doit passer d'un système à l'autre. En fonction de ce qu'on vient de dire sur la fragmentation, les taux d'extinction, les taux de survie des espèces, des systèmes de zones protégées comme ceci, qui sont vraiment les statuts de protection en région wallonne, ça ne peut pas fonctionner. C'est trop isolé, c'est trop fragmenté. Et il y a un deuxième point important, et ça, si on s'entend ici, vous n'avez retenu qu'une chose, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants pendant 5 ans, c'est ça, c'est l'idée que la nature est à l'équilibre. Mais la nature n'est pas à l'équilibre, bon sang. L'idée que la nature était à l'équilibre, c'est un truc qui vient de la société victorienne, hein, où chacun a sa place, il ne faut pas bouger, si on enlève un élément, tout s'écroule, ne bougez surtout pas de votre case. Et moi, j'ai appris ça en 1998 dans mon postdoc. J'étais à Denver, je lisais la presse nationale, et je vois soudain des trucs sur le Yellowstone, la renaissance du Yellowstone. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me renseigne. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Yellowstone? Le Yellowstone est le premier parc national mis en place aux États-Unis. 1875, je ne me trompe pas. Mis en place pourquoi? Pour préserver les éléments exceptionnels de la nature sauvage pour les générations futures. Les éléments exceptionnels de la nature sauvage, c'est ceci. Et c'est des paysages comme ceci. En partant de l'idée que ce sont des éléments exceptionnels à préserver, quelle a été la stratégie de gestion? Lutter contre les perturbations à tout prix. Quelle est la perturbation principale des écosystèmes naturels? C'est le feu. Donc, dans les parcs nationaux nord-américains, jusqu'il y a 20-25 ans, la lutte contre les incendies était une priorité. En 1988, voilà ce qui s'est passé dans le Yellowstone. 3 années de sécheresse exceptionnelle et on a eu un nombre de départs de feu naturels. On est dans des écosystèmes qui brûlent naturellement. Tous les écosystèmes brûlent naturellement, tellement important, avec une accumulation de masse végétale tellement importante du fait de la lutte pendant presque un siècle contre les incendies, que c'est devenu totalement incontrôlable. Plus d'un tiers du Yellowstone a brûlé. 20 000 pompiers mobilisés pour essayer d'éteindre l'incendie parce qu'on allait perdre le joyau écologique. Alors c'est vrai que, à moins que comme moi vous ne soyez un grand amateur de films post-apocalyptiques, vous n'allez pas prendre l'avion pour aller voir le Yellowstone après les incendies. Ça ne va pas. Sauf que 10 ans après, de quoi parlait-on? On parlait de renaissance du Yellowstone par le feu. Pourquoi? Parce que le feu est essentiel à la régénération de toute une série d'espèces
pionnières d'espèces forestières qui sont adaptées au passage du feu, qui vont germer après le passage du feu, parce qu'il y a toute une série d'espèces qui sont adaptées à ces conditions temporaires après le passage du feu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les écosystèmes se sont régénérés naturellement, la mosaïque paysagère s'est recréée, et aujourd'hui, comme c'est les parcs nationaux nord-américains, toute la communication porte autour de la gestion des incendies. Et on vous laisse voir les incendies. On vous laisse voir les effets des incendies. Retenez bien ça, tous les écosystèmes sont perturbés à toutes les échelles de temps et d'espace. Et ça a des problèmes, c'est que nous luttons continuellement contre les perturbations. Et en luttant contre les perturbations, on lutte contre l'hétérogénéité du système. Donc, zone protégée, pas suffisant. Vers les années 90, grâce à la biogéographie insulaire et aux métapopulations, on a commencé à évoluer vers l'idée de se dire il ne faut pas faire que des zones protégées, il faut faire des réseaux connectés. C'est ce qu'on appelle les réseaux écologiques. On va avoir des surfaces d'habitat pour la biodiversité, mais veiller à les connecter à travers les paysages. Pour faire ça, il fallait sortir d'une logique de protection pour aller vers une logique de restauration. Si vous avez dégradé la plupart des écosystèmes, que vous voulez refaire des connexions, il faut restaurer les écosystèmes. Et donc c'est développé à la fin des années 80 l'écologie de la restauration, qui est mon thème de travail principal depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est d'assister les écosystèmes pour les restaurer vers un état initial ou un état que l'on fixe après dégradation. Au départ, la restauration des réseaux écologiques a porté sur les écosystèmes exceptionnels. Ici, c'est par exemple la restauration de tourbières. Donc les tourbières, habitat prioritaire au niveau européen pour leur originalité, leur service écosystémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire restaurer les conditions de tourbières existantes, restaurer des surfaces de tourbières, vous voyez les déboisements ici de plantations d'épicéas pour restaurer des milieux ouverts tourbeux et restaurer dans le paysage des connectivités, par exemple à travers les fonds de vallée et des milieux humides à travers les fonds de vallée. Ce sont des programmes qui sont soutenus par l'Europe, par des outils financiers. On a mis beaucoup de millions dedans en région wallonne. Et donc on y arrive, on refait des réseaux. Mais regardez bien ce réseau. Oui, les tourbières, elles sont connectées. Mais il n'empêche qu'on a encore 90% de la matrice paysagère, du paysage, dans lequel on ne parle pas de biodiversité. Et donc ce qui se passe dans toute cette matrice, ça affecte tout le système. Et donc les réseaux écologiques, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut redéployer la biodiversité, il faut aller aussi travailler dans cette matrice, pas pour des objectifs forcément de biodiversité exceptionnelle, mais pour que le paysage puisse supporter un certain niveau de biodiversité. Parce que moi, je veux bien qu'on fait des réseaux écologiques, mais quand, alors 44%, ce n'est pas juste, mais près de 35% de la région wallonne, c'est de la surface agricole, et que cette surface agricole, c'est les prairies que je vous ai montrées et de l'agriculture intensive de maïs et de blé, c'est un peu un problème en termes de biodiversité. Donc on va aussi travailler dans la matrice paysagère. Alors d'abord, en y préservant la biodiversité extraordinaire, ce sont des écosystèmes agricoles hérités du passé qu'il faut gérer. On peut mettre en place des programmes de restauration et de gestion de ces milieux. Vous avez des agriculteurs aujourd'hui qui se sont spécialisés dans la gestion des milieux naturels, avec des animaux qui sont adaptés, avec des productions adaptées, qui reçoivent des primes pour le faire. Mais c'est aussi dans les zones de production à les déployer des infrastructures écologiques. Par exemple, vous voyez ici des bandes fleuries, des bandes de fleurs des champs, qui vont recréer des connectivités, qui vont soutenir, par exemple, les pollinisateurs et qui vont aider à ce que toute cette matrice paysagère ait une meilleure capacité de soutien. C'est les programmes agri-environnementaux. Si vous êtes intéressé, vous allez voir Natagriwal, qui est situé ici dans le cyclotron, les bâtiments du cyclotron, qui est l'ASBL, qui met en place toutes ces structures paysagères qui aident à rétablir une capacité d'accueil. C'est bien, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont intéressants dans le paysage. Et des éléments qui nous connectent à d'autres acteurs socio-économiques, et notamment les acteurs de l'industrie.
je vous ai parlé des modèles sociétaux. Si on ne parvient pas à impliquer le monde de l'entreprise, le monde économique dans la logique biodiversité, on risque bien de ne pas y arriver. Et donc on peut le faire par exemple dans des carrières. Je vous ai dit, une carrière, ce n'est pas très sympa pour la biodiversité, a priori, c'est de la destruction d'écosystèmes. En même temps, ça va vous étonner, une carrière, c'est une opportunité pour la biodiversité quand on est dans des paysages très intensifs. Pourquoi ? Parce que dans un paysage naturel, les perturbations naturelles créent toute une série d'habitats pour des espèces spécialisées. Eh bien, les carrières, dans leur cycle d'exploitation, recréent les mêmes sites d'habitat. Et donc, on a des espèces comme l'hirondelle des rivages, dont aujourd'hui 100% des populations sont en carrière, dans l'état de stérile des carrières, puisque où est-ce qu'elles nichent? Elles nichent dans les berges-meubles des rivières, et aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de rivières en région wallonne, enfin, dans lesquelles on a des berges-meubles, et où on laisse les perturbations naturelles pour créer son habitat. Donc il est possible de créer des partenariats innovants, scientifiques, ONG et entreprises, pour que, ici, le monde industriel gère sa biodiversité. Vous voyez, c'est les carriers qui créent les mares, qui les gèrent dans un processus dynamique, ou simplement pour laisser la nature se réinstaller après l'exploitation. Le milieu urbain, depuis une dizaine d'années, c'est un enjeu majeur, un enjeu par le développement d'infrastructures vertes, par le développement de la biodiversité dans les friches industrielles et par la végétalisation du bâti. Ceci n'est pas bon du tout, mais ce n'est pas grave. Je vous expliquerai une autre fois pourquoi. Jusqu'ici, on n'a parlé que de la biodiversité pour la biodiversité. Et je promets que je vais essayer de terminer en 10 minutes. Mais aussi, je vous ai dit, la biodiversité, elle remplit des fonctions dans les écosystèmes. Or, ces fonctions, elles sont hyper importantes pour les sociétés humaines. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques et qu'on a remis à la mode, et que Platon décrivait déjà très bien dans ses écrits lorsqu'il parlait des grandes forêts qui recueillent les pluies annuelles de Zeus et qui alimentent en tout lieu d'abondantes sources et de grosses rivières. Platon avait identifié le service écosystémique de régulation hydrologique des écosystèmes par les forêts. On a totalement oublié ce lien entre nature, biodiversité, écosystème et bien-être des sociétés humaines dans toute une logique de société industrielle où on a remplacé les fonctions des écosystèmes par la technologie. Mais les écosystèmes nous rendent toute une série de services. Ils nous fournissent des produits, nourriture, matériaux de construction. Ils nous fournissent de l'eau. Ils nous fournissent de l'énergie. Ils régulent le climat. Ils contrôlent les pollutions. Ils contrôlent les événements extrêmes. Ils contrôlent les processus biologiques. Ils nous fournissent des cadres de vie, des expériences avec la nature qui participent à notre bien-être. Ils sont source d'inspiration. Ils ont des valeurs symboliques qui traduisent l'attachement qu'on a vis-à-vis d'eux. Pour des ingénieurs civils, ils sont source d'inspiration par le biomimétisme. Donc, il y a tout un ensemble de services qui a été remis à jour dans nos typologies modernes par cette notion de service écosystémique, les bénéfices que les populations humaines obtiennent des fonctions des écosystèmes. Les services écosystèmes, c'est les services de production, de régulation environnementale, les services immatériels culturels, dont on peut démontrer qu'ils sont reliés aux constituants du bien-être des sociétés humaines et des individus. En Wallonie, on classe ces services en 4 catégories. Les fonctions des systèmes, les services de production, de régulation culturelle. Nous avons une typologie détaillée qui reprend à peu près 60 services écosystémiques rendus par les écosystèmes, que l'on peut suivre et monitorer, et c'est ça qui est important. Par exemple, en suivant les services de production par des volumes produits de matériaux, en suivant les services de régulation par les mesures de la qualité environnementale, en suivant les services culturels, par exemple par des mesures de fréquentation des espaces naturels ou des espaces biodiversifiés, monitorer leur état, ou par des approches sociales
de consentement ou de décision. Petit point lien avec la biodiversité. Les services écosystémiques reposent sur les fonctions des écosystèmes. Et nous avons vu que les fonctions des écosystèmes, elles sont liées au monde vivant. C'est le monde vivant qui fait fonctionner les écosystèmes. Y a-t-il un lien entre la richesse en espèces d'un écosystème et ses fonctions? Et ça, c'est essentiel, parce que si on valorise la nature à travers les services écosystémiques, on peut se demander de combien d'espèces j'ai besoin pour faire fonctionner un écosystème. Il y a des tas d'espèces qui sont peut-être inutiles. On n'est pas très clair sur cette idée. On n'est pas très clair que la biodiversité, par définition, est totalement nécessaire au fonctionnement des systèmes et aux services écosystémiques. On a plusieurs hypothèses. Plus d'espèces, quand chaque espèce joue un rôle différent, c'est plus de fonctions et de services parce que chaque espèce apporte sa petite contribution. On a des hypothèses, des situations où les espèces jouent le même rôle, et donc à partir d'un certain moment, ajouter des espèces dans le système, c'est juste de la redondance de fonctions. Mais on a une quasi-certitude. C'est que les écosystèmes, ils fonctionnent un peu comme des avions. C'est-à-dire que pendant tout un temps, on va pouvoir retirer des espèces, ça va toujours fonctionner, mais à un moment donné, que ce soit par addition d'effets ou par redondance, retirer une espèce de trop, comme retirer un rivet de trop sur un avion, c'est ce qui fait s'effondrer le système. Et donc le lien entre richesse en espèces et services écosystémiques fonctions, il est plutôt de cette nature. C'est-à-dire qu'il y a des seuils à partir desquels le système fonctionne, et puis il y a des seuils en dessous desquels il ne fonctionne pas. Le problème, c'est que ces seuils, on ne les connaît pas très bien. Voilà. Mais on a quand même des indications qu'il y a des liens. Voici par exemple un exemple sur des toitures végétales. Ça, c'est super, c'est des techno-écosystèmes. Nous créons des écosystèmes sur des toits. On travaille beaucoup sur ça. J'adore. On fait des écosystèmes inspirés des milieux naturels. Est-ce que ça a de l'intérêt d'avoir des écosystèmes comme ça, avec plus d'espèces que ceci? C'est quand même plus contraignant en mise en œuvre. Quel intérêt finalement? Eh bien, on peut montrer que lorsqu'on a plus d'espèces, la diminution de la température de surface sous la végétation est plus importante. Ce qui est hyper important pour la régulation énergétique, donc un service écosystémique lié à la régulation du climat. On peut montrer que le volume d'eau capturé par l'écosystème est plus important quand on a plus d'espèces. Et donc, à nouveau, c'est un service écosystémique qui est influencé par la richesse en espèces. Ce n'est pas que des nombres d'espèces, c'est aussi leurs caractéristiques. Si vous regardez l'eau ruisselée par une toiture, donc la quantité d'eau qui sort d'une toiture végétale quand vous avez des précipitations, vous voyez qu'elle diminue avec l'augmentation de la hauteur des espèces végétales. Et elle diminue avec l'augmentation de la masse racinaire. Donc quand on fait le lien entre biodiversité et services écosystémiques, il y a deux composantes. Les richesses en espèces, mais aussi les caractéristiques des espèces et les fonctions qu'elles rentrent dans le système. Tout ça se traduit aujourd'hui par une évolution depuis les zones protégées vers la volonté de développer ce qu'on appelle des infrastructures vertes. Donc des réseaux d'écosystèmes qui sont constitués de zones naturelles, semi-naturelles et écosystèmes construits par l'homme et qui ont comme enjeu de protéger la biodiversité, mais également de rendre des services écosystémiques pour la régulation du climat, de l'eau, de l'air, du bien-être et de la santé des populations humaines, qu'on retrouve par exemple en milieu urbain, le développement d'infrastructures vertes et d'écosystèmes diversifiés qui vont rendre tout un ensemble de services liés aux ambiances sonores, à la gestion des eaux, à la lutte contre la pollution, à la lutte à la qualité de l'air, voilà, toute une série d'éléments, ou par le déploiement dans les zones de production, par exemple en agriculture, de stratégies agroécologiques qui mobilisent le fonctionnement naturel des écosystèmes, voilà, pour aller vers une maximisation des services écosystémiques. Ça veut dire qu'en stratégie territoriale, le message que je vous passe ici, c'est qu'on passe de zones protégées, petit élément pour la biodiversité, à une stratégie territoriale de déploiement de la biodiversité
sur l'ensemble du territoire avec des niveaux qui vont varier, hein, des niveaux d'attention à la biodiversité et des objectifs qui vont varier suivant les usages du territoire, depuis les zones de production, les zones industrielles jusqu'aux zones de protection. Et ça, c'est toute une évolution au cours des 30 dernières années, qui fait qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir cette vue globale. Maintenant, quand je vous ai dit ça, et par rapport, et je vais terminer en 2 minutes, par rapport à votre aussi approche, je veux dire, ingénieur civil. J'ai oublié de vous dire aussi que j'étais très content de venir parce que ma fille a fait ingénieur civil ici. Elle a fini 1 an, donc tout était bon. Là, je revenais dans l'auditoire de ma thèse, où j'ai eu les cours, où ma fille a fait ses études. C'est trop d'émotions à la fois. Voilà. Quand j'ai dit ça, et que je parle aux acteurs du monde économique et aux entreprises, je termine en disant ceci. Ceci n'est pas une stratégie biodiversité. C'est-à-dire quand on dit le problème est territorial, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi je produis du produit, moi j'ai une activité industrielle, moi je fais du service, moi j'ai un site, je vais mettre un hôtel à insectes et des prairies fleuries, et voilà, j'ai fait ma contribution à la biodiversité. Ok. Pas les hôtels à insectes, oubliez. Les hôtels à insectes, c'est nul. C'est dangereux pour les insectes. Voilà. N'en mettez pas. Une prairie fleurie, c'est bien. On ne compense pas de carbone en plantant des arbres. C'est un mensonge. Ben voilà, on peut revenir sur ça, ça c'est autre chose. Le point, il est là, pour le monde de l'entreprise, pour le monde industriel. Il est dans le cycle de vie des produits. OK, sur son site, on peut avoir des activités, mais si sur son site, on a des activités, et que le cycle de vie de notre produit, et vous avez vu les cycles de vie, hein, Eric vous en a sûrement parlé, il vient de vous en parler, il a un impact sur la biodiversité qui est beaucoup plus important, si ce n'est pas une stratégie, ça. Donc la première question, c'est, je suis désolé, c'est politique, c'est la pertinence sociétale du service ou du produit en regard de ses impacts environnementaux, dont biodiversité. Et puis, c'est quand même essayer de réfléchir dans ce cycle de vie, quels sont les liens entre le cycle de vie de mon produit de façon globale et les composantes biodiversité. OK, j'ai installé un site, j'ai un impact direct. Donc j'installe un site de production, ça va impacter peut-être les écosystèmes, détruire un écosystème. Mon processus de fabrication, il n'y a peut-être pas un impact direct sur la biodiversité, mais il risque d'introduire de nouveaux éléments chimiques dans l'environnement qui eux-mêmes risquent d'affecter les écosystèmes, et on sait que c'est un facteur de dégradation de la biodiversité. Le transport de mes produits peut participer aux invasions biologiques en transportant involontairement des espèces en dehors de leur aire de distribution, participe aussi aux émissions de CO2 de changement climatique qui sont à des impacts sur la biodiversité. Et puis les ressources que j'utilise. Je vous ai montré le Katanga, là. Voilà, j'ai un PC, hein, je ne suis pas neutre, mais voilà, je fais du numérique, il faut quand même penser à ce qui se passe derrière. Il y a un impact sur la biodiversité qui va toucher des écosystèmes exceptionnels. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas. On l'a très peu. Le seul truc que j'ai vu, c'est la Banque Triodos, où j'étais faire un exposé récemment. Ils ont un cadre d'investissement minimal avec des indicateurs minimaux pour minimiser l'effet de leurs investissements en partant justement de cycles de vie de ce type. C'est très, très minimal. Je passe ceci, c'était de la pub personnelle, et je termine sur ceci. Tout ce que je vous ai dit là, c'est bien. On m'a demandé de venir, comme scientifique, parler de biodiversité, d'accord? Mais fondamentalement, je vous ai parlé de services écosystémiques. Voilà, on va perdre des services écosystémiques. Si on perd des services écosystémiques, on perd du bien-être. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'humain, il y aurait une raison de s'engager dans une réponse à cette crise de la biodiversité? Je vais vous donner mon avis, d'accord? Vous en ferez ce que vous voulez. Donc je sors du cadre. Pour moi, ça c'est clair. C'est qu'en tant qu'humain, nous sommes plus proches de ceci. Vous savez ce que c'est ça? C'est un tardigrade. Donc le tardigrade, c'est un animal microscopique qui est l'animal le plus fantastique au monde. Il est capable de rester gelé en dormant à moins 60 degrés pendant des années, vous réchauffer et hop, il reprend son activité. D'ailleurs, dans Star Trek, il y a toute une partie de Star Trek où le vaisseau fonctionne avec un tardigrade de l'espace, avec son énergie. Tellement c'est. Donc pour vous dire comme ça inspire. En tant qu'humain, nous sommes plus proches de ceci
que de tout ce que nous produisons chaque jour et de tout ce que nous avons dans notre environnement chaque jour. Nous pensons que nous produisons des biens, des produits, et j'en fais, je fais des murs végétaux, je fais du technosol et tout, qui sont proches de nous, pas du tout. Je vous ai rappelé un truc, nous sommes là. Et fondamentalement, nous sommes plus proches du tardigrade que d'une voiture, que d'un smartphone, que d'un PC, même s'il influence notre vie. Et donc, c'est notre identité. Et donc, la raison de s'intéresser à la biodiversité, c'est la raison de la biophilie. Et donc, la biophilie, c'est quoi? C'est l'hypothèse qu'être au contact du monde vivant, ça participe à notre bien-être parce que nous sommes intimement, émotionnellement affiliés au monde vivant. Et ce n'est pas que de la poésie, ça vient de l'idée ou de l'hypothèse que les hominidés, en général, ont évolué pendant des millions d'années au contact du monde vivant. Donc ça fait partie de notre ADN évolutif, ça fait partie de notre histoire évolutive, c'est partie des processus de sélection qui ont généré ce que nous sommes, et ça fait partie de nous biologiquement, et que ce n'est pas 4000 ans de civilisation, et surtout les 400 dernières années, qui ont évacué cet aspect. Et ça se traduit de la façon suivante. Vous êtes quand même mieux quand je vous montre ça qu'avec tout ce que je vous ai dit depuis 1h30. Non? Voilà. Vous êtes mieux parce que c'est le contact avec le vivant, parce que vous êtes des êtres vivants, nous sommes des êtres vivants. Et donc voilà, je termine sur ça, parce que c'est ma conviction, un peu de conviction. Et voilà, j'espère que cet exposé vous aura éclairé sur la biodiversité et ses enjeux.